Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, toute première vidéo de présentation générale du projet. En quelque sorte, cette vidéo est une sorte de préface avant de commencer les vidéos un peu plus sérieuses sur des définitions philosophiques ou sur la philosophie elle-même. En attendant, pourquoi je fais ces vidéos-là? Mon objectif il est simple, c'est d'essayer de mettre la philosophie à la portée de tous, et en tout cas sur un support qui est Internet, qui est accessible à tous. Moi, ce que je peux prétendre, c'est de développer une vision du monde cohérente, logique et fonctionnelle, qui va vous permettre de toucher du doigt la philosophie et peut-être vous-même de vous intéresser plus en avant à ce sujet. Je vais essayer de faire en sorte que la philosophie que je vous propose ait à voir avec le réel, ou soit ait un lien avec l'existence réelle, parce que je pense tout simplement qu'une philosophie qui ne sert à rien au quotidien ne sert à rien tout simplement. Mon premier point dans cette vidéo, c'est de dire que la philosophie est un apprentissage long. C'est-à-dire que ce n'est pas en commençant demain que vous allez devenir génial dans un an. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'âge pour commencer la philosophie. Par contre, il faut un certain temps avant d'arriver à maîtriser les différents concepts, les différentes visions, les différents auteurs et ce genre de choses. Donc c'est un apprentissage long. On peut arriver à quelque chose en philosophie au bout de peut-être 5, 6 voire 7 ans d'études. Et il faut en faire un petit peu tous les jours, et au bout d'un moment, au bout d'un an, on ne sait pas grand-chose. Au bout de 3 ans, on maîtrise un petit peu, mais on fait beaucoup d'erreurs. Au bout de 5 ans, on commence mieux à maîtriser, et au bout de 10 ans, vous avez fait un peu le tour. Et vous maîtrisez vraiment les différents sujets. Eh bien, finalement, cet apprentissage qui est la philosophie, qui est plutôt long, ça ressemble beaucoup à un apprentissage comme la guitare. Au début, si vous voulez, on joue de la guitare, on en fait un petit peu tous les jours, et au bout de 2-3 ans, on est capable de jouer ses morceaux préférés, ceux qui passent à la radio et ce genre de choses. Mais si on veut devenir Jimi Hendrix et un vrai génie de la guitare, eh bien, il va falloir jouer peut-être 5, 7, 10 ans, un petit peu tous les jours, et à force de travail, on a une chance de devenir vraiment un très grand guitariste. Eh bien, finalement, c'est pareil pour tous les autres apprentissages, hein. Si vous voulez devenir un génie en salsa ou un maître d'arts martiaux, eh bien, il va vous falloir beaucoup d'années. Pareil dans toutes les ce qui est de l'ordre des études, hein. Si vous voulez devenir médecin, il va vous falloir beaucoup de temps pour acquérir déjà les diplômes, mais aussi les connaissances nécessaires pour pratiquer la médecine. Donc, il faut en faire un peu tous les jours, et les résultats sont souvent sur le long terme. Maintenant, j'aimerais filer un peu mon analogie. C'est-à-dire que je vous ai parlé de philosophie, je vous ai parlé de guitare. Alors, c'est vrai que il y a des résultats qui viennent rapidement, il y en a d'autres qui viennent sur le plus long terme. Alors, vous avez, c'est toujours un apprentissage long, mais ce qui est de l'ordre de la progression rapide en philosophie, c'est tout ce qui est rhétorique, dialectique et logique. C'est-à-dire tout ce qui vous permet de faire de la philosophie et d'en faire encore mieux. Alors la rhétorique, c'est l'art d'argumenter, l'art de poser ses arguments, et l'art de bien poser ses arguments pour convaincre l'autre. Ça, c'est des choses qu'on étudie assez rapidement, soit par jeu, soit par intérêt, parce que professionnel, par exemple, si vous êtes commercial, eh bien, vous allez avoir besoin d'une bonne rhétorique. À ce moment-là, bonne nouvelle, c'est des choses qui arrivent assez vite en philosophie, puisqu'on a besoin de décrypter et de décrypter et détricoter la façon dont les gens parlent pour mieux les comprendre, mieux les saisir et voir mieux placer ses propres arguments. Ensuite, ce qui est de l'ordre de la dialectique, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du discours, on verra plus tard, mais la dialectique c'est souvent thèse, antithèse, synthèse, hein. C'est-à-dire comment dans mon discours je place les différents arguments pour arriver à une synthèse qui va soit dans mon sens, soit qui me permet d'ouvrir sur une autre question. Et enfin, très important, la logique. La- L'élémentaire en philosophie, c'est évidemment la logique, c'est-à-dire que les éléments dans notre esprit et dans la réalité ont une connexion entre elles, et la bonne logique, c'est celle qui nous permet de voir la connexion adéquate et non pas des connexions qui ne seraient pas adéquates. La bonne logique nous permet de réfléchir plus vite et mieux. Enfin, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage long, mais qui a une progression lente et qui arrive peut-être au bout de beaucoup de temps d'études, parce que quelqu'un qui est très bon en rhétorique, ce qu'on appelle un rhéteur, on peut le devenir assez rapidement finalement. Mais par contre, quelqu'un qui va atteindre les sommets, on va dire entre guillemets, de la philosophie, c'est un peu plus long. Donc les sommets de la philosophie, c'est la sagesse. Et je passerai une vidéo pour définir ce que c'est la sagesse, selon moi. Vivre mieux, c'est-à-dire qu'au quotidien, effectivement, avant on faisait la philosophie
on vivait d'une certaine façon, après on fait de la philosophie, bah, il se trouve qu'on vit mieux, mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on se sent mieux, on est, mettez ça comme vous voulez. Et aussi, très important, la capacité de donner des conseils toujours justes et raisonnables pour soi et pour les autres. Donc, voilà, le philosophe n'est pas là à dire des bêtises, il est là à donner des conseils judicieux. La deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est Internet. Donc dans notre génération, on a Internet, ce qui est quand même une chance incroyable. L'information y est brute ou raffinée, et l'information surtout y est libre. On a tendance à dire, et je pense que c'est assez vrai, que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Donc on essaye de discréditer les contenus qu'on trouve sur Internet en nous disant que c'est du n'importe quoi, que c'est n'importe qui peut écrire n'importe quoi, et soudainement ce n'importe quoi devient la vérité. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de dangers avec l'information sur Internet parce que on y trouve vraiment tout et n'importe quoi. Et donc, il va falloir un peu, pas se protéger, mais il va falloir avoir une certaine grille de lecture qui nous permet de ne pas tomber dans toutes les bêtises qu'on peut voir sur Internet. Parenthèse, bien sûr, on trouve aussi tout et n'importe quoi dans les médias officiels. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus se fier aux gens qui vont dire que sur Internet on trouve n'importe quoi, donc il ne faut pas y aller. On trouve aussi n'importe quoi à la télévision. Et c'est nos impôts qui les payent, ces bêtises-là, par contre. Donc, il ne faut avoir aucun complexe à dire qu'on va s'informer sur Internet. Ça me semble être une excellente source d'information. On y trouve tout et on a la chance on a même une chance, c'est que maintenant on a un problème, c'est qu'il y a trop d'informations et on va avoir du mal à bien synthétiser l'information. C'est-à-dire que dans le temps, vous n'aviez pas assez d'informations, vous aviez du mal à accéder aux livres, aux auteurs et ce genre de choses, tout simplement parce que faire de la philosophie à une certaine époque, ça pouvait être très dangereux. On a on a brûlé des gens, on a mis leurs livres à l'index, on a fait des autodafés, donc on a brûlé des livres assez rapidement quand certains auteurs ne plaisaient pas. Alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse, il suffit d'aller dans une bibliothèque pour voir qu'on a tous les livres, même les livres des auteurs qui sont pas trop aimés aujourd'hui, on les trouve quand même en bibliothèque. Et sur Internet, on trouve absolument tout le monde. Donc l'information est vraiment libre et il y en a peut-être même trop là pour le coup. Donc on a Internet et on a aussi la capacité de faire des vidéos et la capacité de les poster sur YouTube. Alors, je pense que quand je fais ces vidéos de philosophie sur Internet, je fais absolument rien de nouveau pour la simple bonne raison que dans la Grèce antique, les philosophes se baladaient tout simplement dans la rue et ils discutaient avec le commun des mortels, ils avaient un discours et peut-être il y avait un peu ces phrases des philosophes qui allaient vous prendre, un peu comme un peu comme ça vous convertir, vous faire vibrer comme ça, comme vous entendez un bon discours. Eh bien, face à ce discours, vous étiez en face du philosophe et vous pouviez discuter avec lui. Alors, évidemment, Internet ne permet pas tout à fait ça, mais ça permet de poster des vidéos et ça a l'avantage que vous me voyez et vous m'entendez parler. Donc, il n'y a rien de nouveau dans le sens où, comme je l'ai dit, la tradition orale grecque voulait pardon, que le philosophe se promène dans la rue. Un très bon exemple à ça, c'est Socrate. Et Socrate faisait quelque chose qui s'appelle de la maïotique. Alors la maïotique, ça veut dire faire accoucher les esprits ou l'art de faire accoucher les esprits. Donc la technique de Socrate était simple, c'était de vous poser des questions pour faire sortir ou ressortir les connaissances d'une personne. C'est-à-dire qu'il se baladait dans la rue, vous le rencontriez, et puis il vous posait deux trois questions sur ce que vous pensiez d'un certain sujet, et ils essayaient de vous montrer les cohérences et les incohérences de vos propos. Donc il ne venait pas vous expliquer ce que vous deviez penser, il montrait juste les incohérences dans votre esprit. Et face à ça, l'idée c'était aussi de corriger ces incohérences si possible. Donc Internet euh, permet de renouveler un peu cette tradition de l'oralité et de s'exprimer autrement que par les livres. Aussi, on a un avantage par rapport au livre qui est la suivante, c'est qu'Internet, on poste des vidéos et les gens ont l'occasion de poser aussi des commentaires. Et donc, par rapport à un livre où la pensée est totalement écrite, et puis à la fin, il y a un point, et puis on reste un peu sur notre faim et on n'a pas vraiment de moyen de communiquer avec l'auteur au fur et à mesure qu'on lit le livre.
Là, l'intérêt, c'est que on a avec la vidéo une forme dynamique qui me permet de faire une vidéo et puis d'en faire une qui serait intercalée entre deux vidéos sur un sujet. Bah, je pourrais en faire une pour m'exprimer sur les réactions des gens. Et ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut aussi faire ça grâce avec le avec Internet. Et de cette façon-là, c'est-à-dire que ne pas tout poser, de poser toute sa pensée d'un coup, et puis arriver avec un gros bouquin de 500 pages, on peut aussi faire ça petit à petit avec des vidéos qu'on met, je sais pas, une ou deux par semaine, et puis les gens réagissent, et en fonction de ces réactions, si on trouve des choses intelligentes écrites dans les commentaires, on va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc on a un peu quelque chose qui ressemble à de l'épistolaire, c'est-à-dire qu'on s'envoie un échange de lettres comme ça, où on s'envoie un échange de vidéos dans lesquelles on peut réfléchir. Et donc ça me renvoie un peu à l'idée, alors c'est une sorte de philosophie virtuelle, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans le virtuel, mais ça n'empêche pas que ça donne un certain intérêt, un certain charme à cette pratique. Mon troisième point est le suivant. Je vais parler du type d'informations qu'on trouve sur Internet et sur lesquelles on peut travailler, en plus de mes vidéos bien évidemment. Donc les types d'informations sont les débats télévisés qui sont retranscrits sur Internet. Donc il y en a une grande quantité, mais souvent les débats télévisés sont très peu exploitables, pour la simple et bonne raison que dans les débats télévisés, souvent on invite beaucoup de gens. Et si vous voulez, quand vous avez beaucoup d'invités dans une émission télévisée, ils se mettent tous à se couper la parole et à s'interrompre les uns les autres, ce qui fait que quand on avait commencé une dynamique de réflexion avec un auteur, et qu'un autre auteur ou un autre, mettez le titre que vous voulez, philosophe, scientifique, etc., se met à lui couper la parole pour placer sa petite virgule et son petit anglicisme ou sa petite phrase en latin, et bien à ce moment-là, on est sans cesse cassé dans la dynamique de réflexion qu'on avait pu mettre en place. Donc malheureusement, les débats à la télévision sont souvent de très mauvaise qualité à cause du grand nombre d'auteurs qui évidemment se poussent un peu les coudes comme ça pour exister. Donc c'est le gros défaut des débats télévisés. De plus, on n'a pas le temps de développer une pensée pendant 2 heures quand on est à la télévision, le temps étant très court. J'aurais du mal à vous expliquer de l'avenir de l'humanité en 5 minutes. Il faudrait plutôt peut-être même 150 heures de vidéo avant d'arriver à peut-être avoir fait tous les contours du sujet avant même de répondre à cette question. Or, à la télévision, j'ai pas 150 heures, j'ai plutôt 15 minutes, et en 15 minutes, eh bien, on est obligé d'aller vite. Et malheureusement, on n'a pas le temps de préciser, on a besoin de, à la limite, ce qu'on peut faire à la télévision de mieux, c'est d'être un peu impertinent, voire contestataire ou réactionnaire, ou avoir une phrase un peu choc pour que les gens puissent un peu s'intéresser à vous et à y voir la suite de votre travail. Parce que ils vous auront retenu face à ce grand nombre de personnes, ils vous auront juste retenu vous à cause de cette petite phrase assassine ou bien sentie. Alors pareil pour les débats à la radio, hein, c'est-à-dire que tout dépend du nombre d'invités et tout dépend du temps qu'ils ont pour s'exprimer. Alors, quelque chose qu'on trouve sur Internet qui est vraiment de très très bonne qualité, par contre, c'est tout ce qui est de l'ordre de la conférence. Si vous tapez un auteur que vous aimez bien, ou si vous, etc., vous allez voir beaucoup de gens faire des conférences. Il y en a beaucoup, on a de la chance, il y a beaucoup de conférences sur Internet, et elles sont très exploitables. Donc ça, c'est vraiment une bonne source, les conférences. Alors ça, on en a très peu, mais c'est très intéressant, c'est les lectures de livres. Il y en a quelques-unes sur Internet, mais malheureusement pas beaucoup. On en trouve si on cherche bien, mais bon, c'est souvent pas assez. Par contre, quand il y a une lecture de livre, c'est souvent très intéressant. Il y a tout ce qui est article Wikipédia, bien évidemment. Là-dessus, on va retrouver une quantité infinie d'articles sur tout un tas de sujets, et ils sont souvent de très très bonne qualité sur Wikipédia. Donc profitons-en. Profitons-en. Ensuite, tout ce qui est presse, mais sur Internet. Alors là, la presse, déjà, en vrai, bof. Mais alors la presse sur Internet, c'est de très faible qualité, quoi. C'est-à-dire que on n'a même pas besoin de l'acheter, il suffit juste d'aller sur les sites internet des grands sites de presse pour se rendre compte que la qualité n'est pas extraordinaire. Donc, si vous voulez, enfin, ça c'est mon point de vue, mais je pense que les grands sites internet qu'on a des journaux à grand tirage en France
nous permettent juste de connaître un peu les titres et de savoir ce qui s'est passé dans la journée, mais ça s'arrête un peu là. Après, l'analyse de un tel ou de un tel me semble, c'est rare de trouver vraiment des gens intéressants dans la presse. Alors peut-être dans le journal Les Échos, quand on fouille un petit peu dans Les Échos, on trouve beaucoup d'articles intéressants, mais malheureusement pas assez. Et donc on peut faire beaucoup de, on a beaucoup de sources, voilà. Mais il faut choisir plutôt tout ce qui est de l'ordre de la conférence, parce que c'est une espèce de, c'est 2 heures où on va parler que d'un sujet, on va approfondir, et c'est souvent très bien fait. Et bien sûr, un incontournable absolu dans la philosophie, comme source, ça peut être, et c'est le livre. Le livre est incontournable parce que tout simplement, voilà, on trouve des livres sur tous les sujets. Certains auteurs sont absolument inatteignables si on n'a pas commencé à lire leur ouvrage. Je pense à notamment l'éthique de Spinoza. On peut rien comprendre à Spinoza si on n'a pas lu l'éthique de Spinoza, tout simplement. Il faut avoir lu le livre et puis après on, on se rend compte que de toute façon on peut pas en parler. Il faut vraiment aller au livre. Enfin, c'est vraiment très difficile d'en parler. Et puis les livres, donc il y en a tous sur les sujets, on ne peut pas s'en passer. Donc il faut essayer de toujours en avoir un sur soi. Essayez de le lire régulièrement. Alors si vous avez la chance de pouvoir vous rendre sur votre lieu de travail en dans les transports en commun, notamment sur Paris, eh bien essayez de lire un livre quand vous en avez un sur vous. Ça se fait beaucoup d'ailleurs. Pas forcément un livre de philosophie, bon, mais un livre sur n'importe quel sujet. L'important c'est de se cultiver et de savoir où chercher l'information. Alors il y a encore aussi quelques sites internet qui sont excellents, notamment sur le Collège de France. Vous pouvez retrouver des conférences des auteurs, des gens qui travaillent au Collège de France. Vous allez sur internet, vous tapez le nom de Gilles Deleuze par exemple, vous retrouvez tous les cours qu'a donné Gilles Deleuze dans les années 60-70, plutôt 70, je sais plus quelle université parisienne, mais ça c'est aussi des très bonnes sources. Mais très rare aussi, c'est les cours, voilà, les cours qu'on peut trouver sur internet. Une petite parenthèse sur le livre, c'est que souvent on a tort de penser que le livre c'est tout et ça nous permet d'accéder absolument à la philosophie, ce qui est faux, parce que le livre nous donne des idées, donc ça permet d'améliorer notre niveau d'imagination ou de cohérence structurelle dans notre esprit. Quand on essaie de structurer une pensée, c'est vrai que les livres ça aide souvent à mettre les choses dans la bonne place, mais dans les livres, on apprend la théorie. Et puis on verra plus tard ce que c'est la théorie quand je ferai quelques définitions, et on verra que les théories c'est pas le tout quoi. Il faut à un moment donné voir aussi la pratique et le réel. Donc on n'apprend pas la vie dans les livres, on apprend la vie en vivant, ça me paraît assez évident. Comme on devient pas cuisinier en lisant des livres de cuisine, on devient bien évidemment cuisinier en cuisinant. Donc le cuisinier qui n'a jamais lu de livre, alors peut-être il a un très bon instinct ou un très bon odorat, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui ont fait des études sur la chimie et ce genre de thèmes, et qu'ils ont appris ça pas en regardant des conférences là, mais en lisant des livres et en travaillant un petit peu avec ce support-là. Donc les euh, ouais, la théorie permet simplement de préparer notre esprit tant au niveau du vocabulaire que de la logique. Donc quand on lit des livres, c'est souvent pour acquérir un certain type de vocabulaire, à tort ou à raison d'ailleurs, mais aussi pour acquérir la logique et pour voir comment les gens ont imaginé, pensé et théorisé les choses avant nous. Donc le livre est incontournable, mais on a bien sûr beaucoup d'autres sources pour réussir à devenir ou à s'améliorer en philosophie. Mon quatrième point, c'est que faut-il faire face à toute cette information? C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations de différentes sources. Toujours se poser la question, est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que si on croise les informations, on va retrouver la même chose? Parce que souvent on peut avoir des surprises sur des auteurs qu'on aime bien. Et bien quand on croise un peu l'information, on se rend compte que l'information a été un peu tordue, biaisée, un peu récupérée. Donc il va falloir amasser beaucoup d'informations et faire sa synthèse pour pouvoir avoir si vous voulez, une bonne approche de tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc il faut voir bien sûr la qualité de l'expression, le langage, la virulence, c'est-à-dire est-ce que la personne s'exprime bien ou mal.
Attention, c'est pas parce qu'on s'exprime mal qu'on est forcément mauvais dans son domaine, mais ça peut être un style, voir si le langage est correct, si la langue est bonne, si on peut écouter la personne, si son vocabulaire est riche et ce genre de choses. Un vocabulaire plus riche veut souvent dire qu'une personne a plus de vision du monde plus large. Et un vocabulaire plus étroit, c'est souvent une vision du monde plus courte et plus étroite. Et d'ailleurs, c'était bien ce qu'expliquait George Orwell dans son magnifique roman 1984, où les gens, à la fin, ils n'ont plus de langage. Voir aussi la virulence, parce que souvent certains sont emportés dans la critique d'une institution ou d'une personne, et puis s'emportent un petit peu et ne reflètent pas forcément la réalité de la situation. Quand vous êtes face à toute cette information, eh bien, je vais vous donner un conseil. Il faut aller vers cette information comme un investisseur va à la chasse à l'information. Quand vous investissez du temps à devenir philosophe, c'est comme si vous investissiez de l'argent, en vrai. Et quand vous investissez de l'argent, eh bien, vous voulez tout savoir, tout connaître. Vous voulez avoir une information parfaite du marché, des taux de rendement, des impositions et ce genre de choses, car vous voulez maximiser, si vous voulez, cet argent que vous allez investir pour récupérer le plus d'argent possible à la fin. Eh bien, quand vous êtes en recherche comme ça sur Internet, il vous faut aussi maximiser votre temps. C'est-à-dire que comme un investisseur, vous allez investir du temps pour rechercher l'information, pour essayer d'augmenter votre sagesse, ce genre de choses. Eh bien, il va falloir miser ou investir dans les auteurs, les émissions, etc., qui vont maximiser la qualité de l'information, maximiser le nombre de sources citées aussi. Parce que ces sources qui sont citées par ces auteurs, eh bien, vous allez pouvoir les regarder sur Internet et continuer votre cheminement intellectuel de cette manière-là. Donc, il faut voir, si vous voulez, les auteurs, les vidéos, la méthode qui vous donne le meilleur rendement au terme intellectuel. Donc, il faut trouver tout simplement les gens qui vont vous faire gagner ce temps-là. Donc, c'est des auteurs, des gens qui s'expriment sur Internet ont la faculté et l'intelligence de pouvoir synthétiser l'information, et d'autres ont la capacité de rendre tout encore plus flou que ça n'était avant qu'on se mette à les écouter parler. Donc, certains sont aussi fumeux que ce qu'ils racontent, et d'autres sont clairs et limpides, et vous permettent d'avancer assez rapidement dans la réflexion intellectuelle. Donc, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est comme un investisseur, euh, tant que vous trouvez un bon rendement, vous continuez avec une personne, et quand vous trouvez un meilleur rendement ailleurs, vous allez avec une autre personne. C'est-à-dire que vous allez aller vers un auteur, voilà, qui a écrit un livre sur un tel sujet, vous allez vous intéresser à lui un certain temps, et puis ensuite vous allez passer à un autre quand vous aurez épuisé toutes les sources d'informations que vous pouvez retirer de cet auteur. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il va pas refaire une vidéo ou une intervention qui va se retrouver sur Internet, mais comme il faut continuer et qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il y a plus d'informations que de temps disponible pour voir toute cette information, eh bien, il va falloir maximiser son temps. Et donc, celui qui vous l'a fait maximiser un jour aura la chance peut-être de vous le faire nouveau maximiser le lendemain, mais en attendant, pendant le temps où cette personne aussi fait ses propres recherches de son côté, il va falloir aller vers une tierce personne, c'est-à-dire que vous avez un auteur que vous aimez bien, mais pendant le temps où il fait une vidéo, puis il en fait une autre, où il fait un CD ou un livre, et pendant ce temps où vous n'avez rien à vous mettre sous la bouche de cette personne, il va falloir en aller vers une autre, bien entendu. Donc aussi, avoir le secret de l'investissement, c'est tout simplement ne pas mettre tout son argent, ne pas mettre tous ses œufs, comme on dit, dans le même panier, mais bien sûr varier ses sources d'investissement, ses sources de placement. Et donc, il faut avoir plusieurs personnes, plusieurs auteurs, plusieurs philosophes, plusieurs scientifiques, plusieurs tout ce que vous voulez, que vous écoutez en même temps, parce que si on s'arrête à une personne, on risque d'avoir une vision du monde complètement biaisée et complètement rabougrie. Alors que si on a plusieurs visions du monde même qui s'affrontent, que ce soit à la télévision ou dans notre esprit, parce que certaines visions sont incohérentes par rapport à d'autres, eh bien, c'est là qu'on mène le meilleur de ses capacités intellectuelles quand on se fait fracasser les esprits, les idées les unes face aux autres pour essayer d'en retirer le meilleur.
Alors, il est intéressant aussi d'avoir plusieurs auteurs parce qu'on peut voir justement ce que je viens de dire, les oppositions. On se remarque que des gens se contredisent eux-mêmes d'ailleurs, ou que certaines personnes, eh bien, se crachent sur d'autres personnes de façon subtile, plus ou moins subtile. Eh bien, c'est aussi intéressant de voir que le monde des idées est un espèce de monde qui ressemble à la guerre et que il y a une sorte de guerre des idées et qu'il va falloir en sortir le plus aguerri possible. Donc, conseil de l'investisseur, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Il n'y a pas qu'un seul auteur génial et intéressant sur Internet, il y en a plein d'autres. Et donc, il va falloir placer son temps à, à, à aller voir tous ces gens différents. Et comme je l'ai rappelé, très important, entre le temps qu'il nous faudrait, le temps théorique qu'il nous faut pour voir toute l'information qui existe sur Internet et le temps physique que l'on a dans une vie réelle, eh bien, le temps théorique dépasse largement le temps physique. C'est-à-dire que face à toute cette information sur Internet, eh bien, il va falloir piocher parce qu'on n'a malheureusement pas le temps d'aller tout voir. Et donc, privilégier les travails qui vous font gagner du temps. Et c'est ça qu'on cherche quand on fait des recherches sur Internet, les gens qui ont une synthèse ou un travail suffisamment intéressant pour nous faire gagner du temps. Mon cinquième point, qui est assez essentiel, je trouve, c'est qu'il ne faut absolument pas faire ça de façon ennuyeuse et ne pas trop s'ennuyer. Alors, deux façons pour éviter l'ennui, c'est-à-dire faire une activité autre pendant que vous écoutez un discours sur Internet. Quand vous écoutez une conférence, ça peut durer 2 heures et pendant 2 heures, on n'est pas complètement dedans. C'est assez rare quand même les travaux qui nécessitent vraiment qu'on soit complètement dedans et qui nous empêchent, qui nous interdisent de faire complètement autre chose. Alors bien sûr, il y a le livre, hein, pendant qu'on lit, on peut pas faire autre chose, mais sinon, la plupart des choses qu'on va voir sur Internet, il faut essayer de rendre ça pas trop ennuyeux. Donc pour faire ça, il y a plusieurs petites méthodes. Bah, pendant qu'on écoute une vidéo, on peut faire des petits jeux en ligne, hein. Il y a plein de sites internet avec des petits jeux flash gratuits. Et puis on peut aller là-dessus pour s'amuser un peu. Alors notre esprit n'est pas complètement occupé, ça occupe seulement une partie de notre esprit et donc on est quand même capable d'écouter et de suivre une personne, même si on fait un peu autre chose en même temps. Dans le même ordre d'idée, on peut faire du ménage, on peut faire la vaisselle, hein, on peut s'occuper de chez soi. L'un n'empêche pas l'autre, hein, je veux dire, moi quand je fais du ménage, j'aime bien écouter de la musique, voilà. Et on peut aussi faire du sport, hein, c'est pas parce qu'on est chez soi qu'il y a aucune possibilité de faire une quelconque activité sportive. Aussi, pendant que vous êtes en train de regarder des vidéos sur internet, vous pouvez très bien vous balader sur Wikipédia et vérifier de temps en temps les mots qui vous sont donnés. C'est aussi une bonne idée pour utiliser son temps. Enfin, une autre façon de pas trop s'ennuyer, c'est quand même d'avoir un minimum de passion pour ce que l'on écoute. Donc, je vous conseille avant tout de trouver des sujets qui vous intéressent, même si c'est pas la philosophie, bah ça sera autre chose. Tant pis pour moi. Eh bien, il y a tout un tas de sujets sur Internet qui sont traités, dont la philosophie, il y a des travaux intellectuels, mais il y a évidemment plein d'autres choses et on peut aussi aller voir ces autres choses. Gardez à l'esprit que l'apprentissage de la philosophie est long, donc si ça vient pas tout de suite, c'est pas très grave. Ça vient qu'au bout de quelques années, donc plus tôt on commence et plus vite on arrive à un niveau intellectuel assez intéressant. Et enfin, ne pas oublier que quand même la philosophie amène à la sagesse, et quand même la sagesse amène à mieux vivre. Et je pense que 5 ans à faire un petit peu des vidéos de philosophie sur sur internet, ça vaut quand même le coup si on y arrive à mieux vivre après. Pour terminer ce point, j'ajouterais que selon mon point de vue, c'est la meilleure méthode pour ne pas trop s'ennuyer, c'est évidemment la vôtre, c'est-à-dire trouver ce qui vous permet de continuer à faire ce travail-là, hein, tout en essayant de se faire plaisir bien sûr. Et puis, selon moi, la mauvaise méthode, c'est de ne rien faire. Donc ne rien faire est toujours pire que de mal faire est moins bien qu'évidemment bien faire. Mon sixième point, toujours dans l'idée de faire un peu un avant-propos, c'est le point de la technique, bien sûr. Alors la technique est simple, hein, j'ai une caméra en face de moi là qui m'enregistre, ça c'est pour l'image, et puis j'ai un petit microphone en face de moi qui permet d'enregistrer le son.
Savoir que la vidéo permet de faire des montages, donc je n'ai pas fait toute cette vidéo d'un trait. C'est assez difficile de faire une vidéo sans s'arrêter pendant une demi-heure. Sachez aussi que j'avais déjà monté à peu près 15 heures de vidéo, et puis j'ai décidé de changer un peu ma méthodologie, et donc là je refais pour la troisième fois déjà les vidéos de philosophie que j'avais commencé, en recommencer pour la troisième fois cette vidéo de présentation générale, mais c'est pas grave, je préfère faire un travail vraiment de qualité plutôt que me prendre des critiques parce que le travail est bâclé. Savoir que de toute façon un travail bâclé, ça se voit et ça se sent qu'il est bâclé. Un travail bien fait et bien construit, ça se sent aussi. Et comme je pense que la plupart des gens seront capables de voir s'il y a de la qualité dans mes vidéos ou non, eh bien voilà. Donc la plupart des gens seront capables de voir s'il y a de la qualité ou non. J'espère mettre toutes les chances de mon côté pour que vous appréciez mon travail. C'est pour ça que je préfère refaire plutôt que de mal faire ou mettre des choses sur internet que je déciderai de modifier par la suite. Enfin, si vous voulez voir un peu un exemple de ce que je fais, mais sur tout un autre sujet qui est l'histoire, vous pouvez aller voir les vidéos d'un historien qui s'appelle Henri Guillemin. Donc pas besoin de vous fouler, c'est très simple à trouver. Vous allez vous tapez sur Google Guillemin et vous trouvez je crois le premier site c'est guillemin.blogspot. Je sais pas quoi. Et quand vous allez sur ce site, il y a quelqu'un de très sympathique que je remercie qui a mis toutes les interventions d'Henri Guillemin, qui les a triées et qui les a mis sur ce petit blog là. Eh bien ça nous permet de voir toutes les vidéos d'Henri Guillemin, et là vous allez voir vraiment quelqu'un de génial qui a vraiment le talent pour parler longuement de son sujet avec passion, et qui nous donne la passion et qui arrive à transmettre la passion du sujet dont il parle. Mon septième point est le suivant. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos de philosophie sur internet? Le pourquoi est assez simple finalement. Je me suis posé la question et je me suis rendu compte d'une chose qui est assez évidente, c'est que moi j'ai eu beaucoup de chance de découvrir la philosophie, beaucoup de chance de découvrir la philosophie de la façon dont je l'ai découverte, c'est-à-dire d'une façon assez intéressante, assez accessible. Et cette façon de découvrir la philosophie m'a permis d'aller vers de plus en plus de complexité et de difficulté. Et donc, comme j'ai eu la chance de m'intéresser à tous ces sujets-là, qui m'ont permis un jour de quand même me dire que je vivais mieux maintenant que avant que j'ai commencé ce travail-là, eh bien, je me suis dit simplement, bah, comme j'ai eu un peu de chance, je m'en rends compte, bah, je partage. Voilà, c'est tout simple. Donc, déjà, se rendre compte de sa chance, et aussi tenter sa chance, c'est-à-dire, moi j'ai eu un parcours qui m'a permis d'atteindre, pas les sommets, je pense pas, mais qui m'a permis d'atteindre la réflexion philosophique. Eh bien, je tente ma propre chance pour vous permettre un jour peut-être d'accéder à la philosophie. Enfin aussi, tout simplement, j'ai la possibilité technique et matérielle de le faire. J'ai un peu de temps. Je fais ça après mes heures de travail et je fais ça à midi quand j'entre à la maison pendant le travail. Donc je fais que ça en ce moment. Et en ce moment, il se trouve que j'ai envie de le faire, donc c'est le bon moment. Voilà, j'ai un peu de temps pour le faire, j'ai la possibilité technique et matérielle, et puis j'ai envie de le faire. Et enfin, l'idée donc, je- j'ai eu de la chance, donc je partage. Il n'y a pas forcément de connexion logique entre j'ai eu de la chance et je partage. Il y en a qui ont beaucoup de chance dans leur vie et ils gardent tout pour eux. Eh bien, l'idée que je partage, c'est juste que ça me semble logique, euh, que j'ai eu un peu de chance. Alors pourquoi garder ça pour moi finalement? Et puis parce que moi c'est ma logique interne, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis finalement, est-ce que c'est de la générosité? J'en sais rien. Si ça peut aider quelques personnes ce que je fais, eh bien peut-être ça pourront dire j'ai été un peu généreux. Enfin tous les adjectifs, je m'en fous un peu. Je fais ça parce que disons que c'est quelque chose dont j'ai besoin que j'ai besoin de faire et que j'ai le temps de faire, et que bientôt je passerai à une autre étape de ma vie où j'aurai plus le temps de faire toutes ces choses-là. Et pour finir, avant toute critique, ça ce sera mon huitième point. euh, la philosophie, il faut toujours se rappeler que c'est un point de vue. C'est-à-dire que la bonne philosophie ou la philosophie avec un apostrophe, ça n'existe pas. Et d'ailleurs,
c'est souvent la réalité en sciences humaines, c'est-à-dire que la réalité n'existe pas et la vérité n'existe pas en sciences humaines, donc ça sert à rien à s'accorder à dire que on a enfin trouvé la bonne théorie pour expliquer le bonheur ou je ne sais quoi. Euh, Ceux qui sont d'accord avec moi ou qui sont d'accord avec ma façon de voir les choses, de la façon dont je vais développer ma philosophie, bah c'est bien. Et puis ceux qui ne sont pas d'accord avec tout ce que je vais raconter, bah c'est bien aussi. Donc la vérité n'existe pas en sciences humaines, c'est-à-dire que si on veut atteindre la vérité en sciences humaines, il faut sans cesse repenser, sans cesse remettre en cause et réfléchir à nouveau sur les principes, sur les vérités ou sur les façons de voir les choses qu'on avait. Ça se remet sans cesse en cause, c'est pas quelque chose où la vérité existe et donc il faut jamais vraiment poser son jugement mais sans cesse renouveler sa capacité et sa capacité critique, sa capacité à rejuger ce qui nous semblait comme acquis. Donc, pour continuer avec ça, une phrase un peu provocante, mais que je trouve très vraie. Faut pas oublier que en 2012, là, on se croit moderne, on se croit super évolué et tout ça. Mais en fait, je pense tout simplement que sur beaucoup de points de vue, sur beaucoup de plans, on n'est qu'une bande de ploucs hystériques. C'est-à-dire que quand on imagine les hommes du Moyen Âge, on les voit superstitieux, sales, illettrés, tout ce que vous voulez. Eh bien, dans 1000 ans, les hommes des cavernes, bah, c'est nous. Et en l'an 3012, eh bien, on dira que les gens de 2012 étaient quand même des sauvages sans morale et sans scrupules. Donc, faut pas oublier que ça sert à rien de trop se passionner dans les débats, tout simplement parce que avec le temps, tout ce qu'on a pu faire à notre époque finira par sembler quelque chose de l'ordre de la bouffonnerie, quoi. C'est-à-dire tous ces débats, toutes ces choses sur lesquelles on s'est battu, même peut-être physiquement pour avoir raison ou je ne sais quoi, c'était vraiment à la limite l'ego des gens et c'était pas la vérité scientifique et c'était pas tout à fait dans l'intérêt de la science. Donc voilà, faut pas oublier qu'on est une bande de ploucs hystériques et puis on sera toujours qu'une bande de ploucs hystériques, donc ça sert à rien de dire qu'on a la bonne vérité, même en l'an 3000, les gens se croiront super évolués, tout ce que vous voulez, et puis en l'an 4000, les gens diront que les gens de l'an 3000 bah, étaient une bande de ploucs hystériques et puis ça continue. Donc ça sert à rien de poser son jugement en pensant qu'on a la vérité. Ça ne peut que nous freiner au niveau de notre réflexion. Par exemple, il y a 2300 ans là, quelque chose qui aujourd'hui nous paraît ridicule au niveau des concepts ou des attitudes, mais mais qui nous a permis de réfléchir par la suite, c'est le débat sur la nature du réel. Donc vous avez deux philosophes de l'Antiquité, vous avez d'un côté Platon et de l'autre côté vous avez Démocrite. Et bien pour Platon, les idées chez Platon sont plus réelles que le réel, tout simplement parce que quand vous regardez un arbre, et bien cet arbre, euh, vous avez une image ou une représentation de l'arbre qui est toujours la même, et quand vous regardez un arbre, il change tout le temps. Il perd ses feuilles, il grandit, enfin, on peut le couper en deux, etc. Alors que quand vous fermez les yeux et vous visualisez un arbre, vous voyez l'idée pure d'un arbre. Et donc, cette idée pure est plus réelle que le réel, puisque cette idée pure n'est jamais modifiée. Donc l'idée de l'arbre est plus réelle que l'arbre, tout simplement parce que l'idée ne change jamais, alors que l'arbre change toujours. Et si vous voulez, au niveau de la nature du réel, Démocrite avait dit que toute la nature du réel, c'est tout ce qui est matériel, de l'ordre du matérialisme, c'est-à-dire que l'arbre est composé d'atomes, et la réalité de l'arbre, c'est les atomes. Alors aujourd'hui, ce débat philosophique qui était vraiment passionné à l'époque, puisque Platon a suggéré qu'on détruise toute l'œuvre de Démocrite, eh bien, ça nous fait voir que chez ces gens-là qu'on continue à lire et à étudier, il y a un côté pas très sérieux dans le sens où, au lieu d'essayer de dépasser cette opposition apparente et d'essayer de trouver euh, trouver une logique ou d'essayer de casser un peu son point de vue pour essayer d'être un peu d'accord avec l'autre, pour se rapprocher de l'autre, pour essayer d'avoir une pensée un peu plus élevée, eh bien, on a un côté pas très sérieux où l'un propose carrément de détruire les œuvres de l'autre parce qu'il veut avoir raison, quoi. Donc, faut pas oublier qu'aujourd'hui, de nos jours aussi, on veut toujours avoir raison pour des choses qui semblent assez ridicules. Aujourd'hui, par exemple, on se bat beaucoup sur des débats sur l'écologie où quelques années
Claude Allègre avait écrit un livre qui s'appelle L'imposture climatique, pour essayer de démontrer les dérives politiques de l'utilisation de l'écologie en politique. Et puis on a eu des gens comme Nicolas Hulot qui se sont exprimés pour dire que Claude Allègre manque de rigueur. Voilà. Donc on n'a pas vraiment des insultes là pour le coup, mais on a des débats passionnés sur des choses comme l'écologie ou comme d'autres bêtises. Bien que l'écologie soit un sujet important, la façon dont c'est traité, c'est vraiment assez ridicule. Et je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre ceux qui aiment la nature et ceux qui ne l'aiment pas. Je pense tout simplement qu'il y a des enjeux idéologiques et politiques, on verra ça un peu plus tard, et que on se bat sur le thème des idées de façon un peu ridicule, parce que ce qui me permet de dire ça, c'est qu'il y a 1000 ans on trouvait les gens ridicules, et il y a 2000 ans ils étaient aussi un petit peu ridicules, même si ça n'empêche pas que c'est intéressant. Donc éviter de poser son jugement, surtout dans les sciences humaines, parce que de toute façon, euh, on a de fortes chances de se planter. Si vous voulez, la vérité en sciences humaines est un peu comme ce que disait le grand philosophe Héraclite, c'est-à-dire que le philosophe Héraclite disait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Alors Platon aurait dit que c'est faux, puisqu'on se baigne dans le fleuve, et lui il a l'idée pure du fleuve qui ne bouge jamais, mais Héraclite disait qu'on ne se baigne pas 2 fois dans le même fleuve, pardon, tout simplement parce que un fleuve ça coule, et l'eau qui est dans le fleuve au moment où je parle là, et au moment où je finis ma phrase maintenant, l'eau n'est plus la même, donc on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, même si on se baigne toujours dans le même fleuve, mais ce n'est plus le même fleuve, vous voyez un petit peu. Bon, aujourd'hui, ça nous semble marrant, mais c'est du même niveau que des débats sur l'écologie ou sur d'autres sujets de société actuels, hein. Donc, faut pas oublier que le combat des idées a un côté passionnel qui est intéressant, mais aussi un côté ridicule, et malheureusement ridicule, et plus le temps passe, plus ça nous paraît ridicule en réalité, et donc ne pas trop poser son jugement trop rapidement, et ne jamais penser détenir la bonne vérité. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. J'espère ne pas en avoir trop dit ni pas assez. Je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais commencer à définir des grands mots, pas des gros mots, hein, des grands mots qu'on utilise en philosophie, qui vont nous permettre de commencer après à parler d'autres sujets comme la mort, les religions, etc. Mais d'abord, voilà, j'ai déjà tout prévu, tout écrit. On a une grande vidéo qui nous attend sur sur des définitions, et les 2 premiers mots ça sera épistémologie, et puis le deuxième ça sera ontologie. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, en forme si on peut, pas trop crever après le travail, et puis on va attaquer les grandes définitions de la philosophie. Merci.